Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aujourd'hui au cumul d'activités dans la fonction publique territoriale. Je suis Juliette Boutier, juriste au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG, SVP Statut pour ceux qui connaissent. Et dans mon quotidien, j'accompagne, avec mes collègues, les employeurs publics pour les aider à sécuriser leurs décisions, et notamment lorsqu'ils reçoivent des demandes de cumul d'activités de la part de leurs agents. Aujourd'hui donc, on va parler de cumul, et pour ça je ne suis pas seule. J'ai la chance d'être accompagnée d'Aurélien Terrola. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliette. Effectivement, je suis Aurélien Terrola, donc référent déontologue au CIG Petite Couronne. Et à ce titre, je conseille les agents territoriaux donc de Petite Couronne, en toute confidentialité, sur l'application de leurs obligations déontologiques. Et c'est vrai que le sujet du cumul d'activités revient très régulièrement, au point de représenter chaque année une bonne moitié des saisines qui me sont adressées. En même temps, c'est vrai que c'est un vaste sujet que celui du cumul d'activités. Ah bah ça c'est sûr, parce que le principe, quand on est un agent public, c'est de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à ses fonctions publiques. C'est une obligation qu'on désigne parfois comme obligation d'exclusivité ou devoir de réserve et qu'on retrouve inscrite à l'article L121-3 du Code général de la fonction publique. Et ça, c'est le principe. On se consacre à nos fonctions publiques. En revanche, il existe malgré tout beaucoup d'exceptions qui constituent ce qu'on appelle la réglementation sur le cumul d'activités. Et cette réglementation, parfois un peu complexe à appréhender, paraît aussi parfois peu accessible. Mais elle vise, par dérogation à l'obligation d'exclusivité, à permettre aux agents publics de cumuler leurs fonctions, tout en laissant à l'administration le soin de s'assurer qu'elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service public. Donc, du coup, on a des activités qui sont tout à fait libres, parce que leur nature fait que les risques déontologiques semblent négligeables, d'autres sont soumises à formalité préalable auprès de l'employeur, tandis que d'autres, enfin, sont expressément interdites. Exactement. Et pour commencer, on va voir ce qu'un agent peut faire librement, sans aucune déclaration ou autorisation préalable. C'est finalement la partie qui paraît au premier abord la plus simple, mais on verra que certaines situations posent question et soulèvent même certains débats. En effet, parce que comme je le disais à l'instant, si le principe est bien qu'il est interdit de cumuler ses fonctions avec toute activité privée lucrative, ça signifie déjà que tout ce qui relève de l'activité bénévole, donc sans donner lieu à une quelconque rémunération, est libre, à condition bien sûr que ça ne pose pas de problème de conflit d'intérêts. Mais l'idée n'est pas non plus, par exemple, de brimer un agent public qui disposerait d'une certaine sensibilité ou une créativité artistique particulière. Tout à fait, et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la production d'œuvres de l'esprit qui peut être exercée librement, comme tu le disais, sans que l'agent ait l'obligation de faire une déclaration préalable ou de demander une autorisation. Cette catégorie est en réalité très large, car ça peut recouvrir beaucoup de situations. D'ailleurs, certaines auxquelles on pense moins spontanément, comme la création d'un logiciel ou bien des allocutions ou des conférences. Mais on retrouve également des domaines plus classiques et plus connus, comme par exemple le roman, la musique, le dessin ou bien la photo. Tous ces domaines étant listés d'ailleurs à l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Exactement, et très bon exemple d'ailleurs que celui de la photo, parce que c'est un sujet qui revient souvent, puisque parfois à la lisière entre d'une part le domaine de la créativité artistique qui est donc libre pour les agents en parallèle de leur fonction publique et celui de l'activité commerciale d'autre part, par exemple dans le cadre d'une activité de photographe pour couvrir des événements, un mariage par exemple. Et donc pour savoir de quel côté on se trouve, il faut déterminer dans quelle mesure les photos réalisées par l'agent constituent une œuvre originale ou alors au moins empreinte de l'identité de leur auteur. Donc, en résumé, si ce sont des photos qui sont exposées et vendues à ce titre, alors ça peut relever du régime libre dit des œuvres de l'esprit. Mais par contre, si l'agent répond à une commande précise, il s'agira plutôt d'une prestation relevant d'une logique commerciale, soumise donc à autorisation préalable de son employeur, et donc plutôt d'ailleurs dans le cas d'un temps partiel. Tu évoques le critère de l'originalité de l'œuvre et c'est ce que rappelle régulièrement le juge administratif. L'œuvre doit faire état de la personnalité ou du talent de son auteur. Concrètement, on s'interroge. Est-ce que lorsqu'il réalise l'œuvre, l'auteur dispose d'un réel choix, lui permettant de s'exprimer et de manifester son talent et son originalité ou non ? C'est ça. Et c'est un raisonnement qu'on retrouve finalement, quel que soit le type d'œuvre, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est très large, on peut avoir plein d'œuvres différentes dites de l'esprit. Par exemple, on avait une réponse ministérielle qui rappelait bien que des articles de journaux pouvaient relever des œuvres de l'esprit au titre de la protection des œuvres littéraires,
mais à la condition qu'ils présentent une certaine originalité révélant la personnalité de leur auteur. Et à l'inverse, une chronique qui répondrait à une orientation très précise, par exemple d'un rédacteur en chef, ou bien le report d'une simple information du type fait divers dans un journal, n'en relèverait pas. Donc, si on résume, le bénévolat est libre et les œuvres de l'esprit le sont également, mais lorsqu'elles présentent une véritable originalité et qu'elles ne répondent pas à une prestation relevant d'une logique commerciale. On vient de donner des exemples d'activités pouvant être exercées librement. Mais même dans ces situations, il existe une limite qui tient à l'existence ou non d'un potentiel conflit d'intérêts. Et l'autorité territoriale peut, et d'ailleurs doit, s'opposer à l'exercice d'un cumul d'activités si un conflit d'intérêts est identifié. En fait, quand on parle de conflit d'intérêts, on fait référence à toute situation d'interférence entre d'une part un intérêt public et d'autre part d'autres intérêts publics ou des intérêts privés. Et surtout, cette interférence doit être de nature à influencer ou même juste paraître influencer l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité des fonctions de l'agent public. Cette définition, elle est donnée à l'article L121-5 du Code général de la fonction publique. Tout à fait, et c'est pas une mince affaire en réalité, parce que chaque situation est particulière, et ça implique pour les agents finalement de sans cesse se réinterroger à ce sujet. C'est pas parce qu'on n'est pas aujourd'hui en situation de conflit d'intérêts qu'on ne pourrait pas l'être demain. La vie faisant, les rencontres que l'on fait, l'évolution de nos proches, par exemple dans leur vie professionnelle, font que des intérêts nouveaux peuvent naître et surtout peuvent se retrouver à interférer avec nos fonctions publiques sans que l'on ne s'en rende compte tout de suite. C'est pour ça qu'il faut y prêter attention. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ? Un exemple là qui me vient à l'esprit concerne le cas des PEA, les professeurs d'enseignement artistique. Un agent par exemple qui enseigne un instrument de musique dans un conservatoire et qui souhaite donner des cours de ce même instrument, par exemple le soir ou le week-end à titre libéral. Et c'est vrai que l'on a un article du Code général de la fonction publique, le L123-3, qui laisse aux agents qui, je cite, pratiquent des activités à caractère artistique, la possibilité d'exercer les, je cite toujours, professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction. Donc du coup, les PEA semblent directement concernés par ce dispositif et l'utilisent d'ailleurs régulièrement pour assurer des heures d'enseignement d'un instrument le soir, en complément de celles qu'ils assurent dans le cadre de leur fonction publique. Sauf que là, c'est sans avoir à réaliser la moindre démarche auprès de leur employeur. Et si certes, comme tout agent public, ils doivent toujours veiller à ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts, il en découle pour moi malgré tout un véritable risque en la matière et c'est la raison pour laquelle lorsque je suis saisi à ce titre par un PEA, j'ai tendance à lui conseiller de jouer la carte transparence en informant son employeur public. Et c'est avant tout lui que ça protège pour moi afin de s'assurer qu'il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts. C'est intéressant ce que tu dis Aurélien parce que nous aussi, du côté de l'assistance SVP Statut, on essaie d'inviter les employeurs à faire preuve de pragmatisme et à se poser des questions très concrètes. Alors pour reprendre l'exemple de ce professeur, on peut s'interroger en se demandant finalement est-ce que des parents d'élèves, des usagers du conservatoire pourraient devenir également ces élèves dans le cadre de cours particuliers ? C'est exactement ça qui, pour moi, est de nature à interroger sur le plan déontologique. Et d'ailleurs, j'ai une question simple que je pose parfois aux agents qui me sollicitent. Est-ce que quelqu'un pourrait raisonnablement penser que votre activité extérieure, que vous envisagez d'exercer, influencerait vos fonctions publiques ? Et si la réponse, sans même dire oui, est simplement peut-être, c'est qu'il y a probablement un sujet, au moins un sujet sur lequel se poser et attarder la réflexion. Et c'est d'autant plus important qu'il y a aussi toute une dimension dans le conflit d'intérêts qui est liée aux apparences. D'ailleurs, comme tu le rappelais tout à l'heure, avec la définition donnée par le Code général de la fonction publique, ça apparaît directement et très bien dedans. Passons maintenant, si tu le veux bien Aurélien, aux activités accessoires, celles qui nécessitent une autorisation préalable. C'est le régime du cumul d'activités qui paraît être le plus connu. Une activité accessoire, c'est une activité complémentaire, ponctuelle ou limitée, que l'agent peut exercer à côté de son emploi public. Mais uniquement si plusieurs conditions sont réunies. Déjà, elle doit obligatoirement faire partie de la liste fixée par les textes, et plus précisément à l'article R123-8 du Code général de la fonction publique. Ensuite, elle doit rester secondaire. Et surtout, elle doit être exercée strictement en dehors des heures de service de l'agent, sans affecter la continuité du service. Oui, et d'autant que les activités accessoires constituent le dispositif privilégié par les agents qui souhaitent cumuler leurs fonctions. Il y a un autre dispositif principal qui est la demande de temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, mais qui, de fait, induit nécessairement une baisse de rémunération pour l'agent qui se retrouve à passer à temps partiel et qui surtout est
limitée dans le temps, sur 3 ans ou éventuellement une 4e année maximum. Et alors que les activités accessoires, de leur côté, dès lors que l'activité entre dans la fameuse liste que tu évoquais et qu'elle ne crée pas de conflit d'intérêts ou ne gêne pas la continuité ou l'indépendance du service, elles peuvent être autorisées régulièrement et un nombre indéfini de fois. D'ailleurs, le Conseil d'État a même dit qu'une autorisation d'exercer une activité accessoire peut ne contenir aucune date de fin en elle-même, puisque l'employeur public peut, quoi qu'il en soit, y mettre fin quand il veut, si par exemple les nécessités du service l'imposent, ou s'il estime qu'à la suite, par exemple, d'une évolution du périmètre des missions ou des fonctions de l'agent, il existerait désormais un risque que naisse un conflit d'intérêts. On en revient toujours au conflit d'intérêts. Et je ne sais pas quels sont les types d'activités accessoires qui reviennent le plus de ton côté, Aurélien, mais via l'assistance SVP Statut, on a régulièrement des questions sur le service à la personne. Oui, ça peut arriver, mais je dois dire que c'est plutôt ponctuel de mon côté. Enfin, en tout cas, c'est pas la catégorie d'activité sur laquelle je suis le plus sollicité. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, comme type de questionnement ? Eh bien, le service à la personne, comme tu le sais, fait partie des activités accessoires qui peuvent être autorisées. Mais il est vrai que la notion de service à la personne peut sembler un peu large au premier abord. Et donc, certaines collectivités nous saisissent pour nous demander si tel ou tel service peut rentrer dans cette catégorie. Par exemple, on nous a déjà saisis pour nous demander, je cite, « J'ai un agent qui a fait une demande de cumul d'activité pour une auto-entreprise de prothésiste ongulaire et vente d'accessoires. Est-ce que cela rentre dans le service à la personne ?» Alors, en soi, s'occuper de la manucure des gens peut être vu comme un service. Mais on a répondu que ce n'était pas le cas, car en réalité, seules certaines activités peuvent être qualifiées de service à la personne, et donc autorisées au titre d'une activité accessoire. C'est l'article L7231-1 du Code du travail qui liste ces activités. On retrouve donc la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, ainsi que l'aide aux tâches ménagères ou familiales, comme par exemple le soutien scolaire. Je vois. De mon côté, je suis beaucoup sollicité s'agissant plutôt des activités de consultation et d'expertise ou alors d'enseignement et de formation. Et ce faisant, sur les risques de conflits d'intérêts qui peuvent en découler, parce que effectivement, et régulièrement, mais pas toujours, les agents qui disposent d'une certaine expertise dans un domaine qui finalement touche directement à leur fonction souhaitent capitaliser sur ces connaissances et les mettre à profit en devenant formateurs ou consultants. Et du coup, ça nécessite une certaine prudence, à la fois pour eux, mais aussi pour leur employeur, parce que s'il les y autorise, il doit souvent, à minima, prévoir certaines réserves usuelles liées soit au champ géographique d'exercice, ou aussi aux personnes qu'ils peuvent ou non prendre comme clientes. Bref, tout ça pour garantir une imperméabilité parfaite entre l'activité privée éventuellement autorisée et les fonctions publiques de l'agent et préserver ainsi l'indépendance et le bon fonctionnement du service public. Après, en dehors de cette catégorie d'activités, je suis aussi régulièrement sollicité s'agissant des activités sportives ou culturelles, qui sont aussi un type d'activité accessoire. Ou alors, parfois, dans des cas un peu plus rares, mais non moins intéressants, sur des projets qui concernent l'exercice d'activités agricoles. Oui, je vous donne un exemple très concret. On a, nous, déjà eu la question d'un agent qui cultivait des pistachiers. Donc, ce qui est un peu plus rare, mais aucun problème pour qu'il exerce la culture de pistaches au titre d'une activité accessoire, puisqu'il s'agit bien d'une activité agricole au sens du code rural et de la pêche maritime. Ah oui, c'est original. Moi, sur ce domaine-là, j'ai eu la question notamment de la reprise d'une entreprise agricole. Et c'était une situation assez intéressante parce qu'il s'agissait de la reprise d'une exploitation familiale, mais qui ne générait pas de revenus particuliers. On se trouvait finalement, là encore, à mon sens, à la lisière entre deux catégories. Celle des activités agricoles qui peuvent être autorisées à titre accessoire et celle de la libre gestion du patrimoine personnel et familial, qui, rappelons-le, est libre de démarche auprès de l'employeur. Or, la lecture croisée d'avis rendus par l'ex-commission de déontologie de la fonction publique et d'une réponse ministérielle qui datait de 2012 m'avait conduit à considérer que cela pouvait relever de la gestion du patrimoine personnel et familial de l'agent tant que l'activité envisagée ne nécessitait pas la mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels qui lui conféreraient un caractère professionnel. Le ministère d'ailleurs précisait qu'il s'agissait de garantir une libre gestion visant notamment à protéger la transmission des biens familiaux, dans le cas par exemple où un agent public se retrouverait l'héritier d'une exploitation de ce type. Oui, je comprends, c'est intéressant. Mais c'est vrai, et surtout c'est toujours pas très simple pour les employeurs territoriaux de déterminer la catégorie dans laquelle ils se situent pour pouvoir autoriser l'agent à cumuler ou non. Et d'ailleurs, les questionnements ne s'arrêtent pas là.
Plusieurs collectivités nous ont déjà posé la question suivante, à savoir est-ce qu'il est possible d'interdire un cumul d'activités en raison du non-respect des temps de repos ou de la prise de congé. En fait, dans ce cas présent, il s'agissait d'agents qui souhaitaient faire des cumuls d'activités sur leur temps de repos et notamment pendant leur congé. Or, pour certaines collectivités, ce n'était pas possible car les congés annuels et les temps de repos servent avant tout à se reposer. Je ne sais pas si ça te parle, Aurélien. Est-ce que c'est une interrogation que se posent parfois certains agents ? Et effectivement, parfois les agents s'interrogent par rapport à ça et ça arrive régulièrement que certains me fassent part de limites qui leur ont été apportées par leurs employeurs et dans le cadre d'une autorisation par exemple apportée à leur projet de cumul ou simplement même un refus, mais qui prenaient en compte la conjoncture de leur service. Par exemple un accroissement d'activité, une organisation spécifique du temps de travail liée à une période chargée, un sous-effectif, bref, tout ceci pouvant justifier pour nécessité de service un refus de cumul d'activité ou du moins en limiter le volume horaire. En tout cas, via l'assistance SVP Statut, on leur répond que le simple fait que l'agent exerce son activité accessoire pendant ses temps de repos et ses congés n'est pas interdit en soi. Je dirais même au contraire, puisque l'activité doit être exercée en dehors des heures de service. Mais, et c'est là qu'il est nécessaire d'être mesuré, l'autorisation peut être refusée ou modulée si, finalement, l'activité envisagée est susceptible d'altérer la qualité du service rendu ou d'affecter la disponibilité de l'agent. Et donc, concrètement, une fatigue manifeste ou une baisse de performance professionnelle liée à l'exercice d'une activité accessoire peut constituer un motif de refus ou de retrait de l'autorisation. Mais finalement, on en revient à la définition même du caractère accessoire de l'activité qui doit être entendue comme limitée dans le temps. Bon. Et maintenant, on aborde le sujet qui fait beaucoup débat, l'activité de psychologue libéral. C'est vraiment un cas qui divise, parce qu'il y a 2 grandes interprétations possibles. Et selon l'interprétation retenue, la réponse donnée à la collectivité et à l'agent peut être bien différente. Ah oui, la réponse n'est pas si simple. D'ailleurs, on peut poser la question à nos auditeurs. Un psychologue territorial employé par une commune souhaite exercer en tant que psychologue libéral, du coup en dehors de ses heures de service. D'après vous, doit-il obtenir une autorisation d'activité accessoire ou bien doit-il demander un temps partiel pour créer son entreprise ? Selon la première interprétation, c'est une activité accessoire. Car les consultations médicales et paramédicales, telles que les consultations de psychologie, entrent bien dans la catégorie, je cite, « expertise et consultation » de la liste des activités accessoires. D'ailleurs, 2 jugements rendus par le tribunal administratif de Strasbourg en 2023 vont dans ce sens. Mais une autre interprétation reviendrait à considérer que l'activité de psychologue libéral ne peut pas être autorisée à titre accessoire, relevant de la catégorie expertise et consultation, parce que le terme consultation ne désignerait en réalité pas les consultations médicales ou paramédicales, mais renverrait plutôt à du conseil ponctuel, comme par exemple des études d'ingénierie ou des montages de dossiers. Et d'ailleurs, l'ancienne commission de déontologie de la fonction publique l'avait exclu, cette activité de psychologue, de la liste des activités accessoires. Et il y a un autre argument qui revient souvent pour exclure ces activités de la liste des activités accessoires, c'est l'impossibilité pour l'autorité administrative d'identifier les personnes bénéficiaires de ces consultations. C'est exactement le raisonnement adopté par la commission de déontologie de la fonction publique dans un avis qu'elle avait rendu. Mais il y a quand même ces 2 jugements de tribunaux administratifs qui certes ne font pas jurisprudence, mais tout de même. Oui, et c'est vrai que du coup ce serait bien d'obtenir une confirmation finalement d'un autre tribunal administratif que celui de Strasbourg, ou alors mieux une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État. Bref, tout ceci serait pas un luxe afin d'éclaircir une bonne fois pour toutes ce sujet. Et donc, si on retenait la seconde interprétation, à savoir que ce n'est pas une activité accessoire, l'agent devrait alors solliciter un temps partiel pour création d'entreprise, mais avec l'inconvénient que cette autorisation est limitée dans le temps et que la quantité de travail de l'agent serait réduite. Pour résumer, ce débat montre bien que certains sujets ne sont pas tranchés et que dans l'attente notamment d'une confirmation par la jurisprudence, la prudence reste de mise. Passons maintenant à un sujet qui, quant à lui, ne prête pas particulièrement à débat, mais qui fait naître beaucoup de confusion. La différence entre cumul d'activités et cumul d'emplois publics. Ah oui, t'as raison, cette confusion revient régulièrement, et moi, il arrive que je reçoive des sollicitations d'agents qui évoqueraient un souhait de cumuler leur emploi avec un autre emploi à temps non complet dans une autre collectivité,
Et il m'interroge sur son caractère accessoire. Mais attention, le cumul d'emploi public relève d'une réglementation différente de celle du cumul d'activité et donc du coup avec des contraintes spécifiques. Effectivement, la réglementation est différente. Alors, via l'assistance SVP statut, nous aussi, on rappelle souvent la distinction entre ces deux régimes. Déjà, on parle de cumul d'emploi public lorsque l'agent cumule son emploi avec un autre emploi public permanent et qu'il exerce ces deux emplois en tant qu'agent public. Et c'est uniquement lorsqu'un agent est en situation de cumul d'emploi public qu'il doit respecter la fameuse règle des 115%. C'est-à-dire qu'il peut occuper plusieurs emplois permanents, donc soit un emploi à temps complet plus un emploi à temps non complet, ou bien soit plusieurs emplois à temps non complet. Mais ce, sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet. Mais lorsque l'agent est en situation de cumul d'activités, il n'est pas concerné par cette règle, même si, concrètement, en cas d'activité accessoire, l'agent ne peut exercer qu'une activité limitée dans le temps. En parlant de confusion fréquente, on peut peut-être finir ce podcast en rappelant à celles et ceux qui nous écoutent nos champs d'intervention respectifs en matière de cumul d'activités. Pour faire simple, l'assistance SVP statut du CIG Petite Couronne répond aux questions des employeurs des collectivités publiques affiliées au CIG. Et toi, de ton côté, Aurélien, en qualité de référent déontologue du CIG, tu réponds aux sollicitations des agents. Mais si je ne me trompe pas, il existe bien 3 cas dans lesquels les collectivités doivent te saisir et non SVP statut. Je te laisse peut-être développer. Oui, t'as raison Juliette, c'est l'occasion parfaite pour le rappeler parce que effectivement, le rôle du référent déontologue est en premier lieu et historiquement tourné vers les agents. Dans le cadre du conseil confidentiel dont je parlais au début du podcast, et que je suis amené à leur prodiguer s'agissant de l'application de leurs obligations déontologiques. Concernant les autorités territoriales, donc en l'espèce affiliées au CIG, il y a effectivement 3 cas bien précis, expressément prévus par les textes, dans lesquels elles peuvent me saisir pour que je leur rende un avis. Pour les curieux et curieux, les 3 cas sont cités aux articles L124-7, L124-4 et L123-8 du Code général de la fonction publique. Et c'est lorsque ces collectivités ou établissements éprouvent un doute sérieux, soit lors du recrutement d'un agent sur un poste soumis à déclaration d'intérêt, donc par exemple DGS ou DGA dans les grosses collectivités, soit lors du départ d'un agent vers le secteur privé, ce qui constitue d'ailleurs la majeure partie des cas dans lesquels je suis sollicité à ce titre, ou alors enfin, 3e cas, au moment de statuer sur une demande de temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Et en dehors de ces 3 situations, les interlocuteurs des collectivités et établissements sont soit l'assistance SVP statut, soit quand ça s'y prête un conseil juridique interne ou externe, comme par exemple un cabinet d'avocats. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. On espère que cet échange vous aura permis d'y voir plus clair sur un sujet qui, en apparence, paraît simple, mais qui se révèle souvent bien plus subtil qu'on ne l'imagine. Oui, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et c'était un vrai plaisir d'échanger sur ce sujet avec toi, Juliette. Plaisir partagé, Aurélien. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les abonnés au CIG Petite Couronne en passant par notre site internet espace abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Minute Statut. À très vite. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.